Bienvenue à unité numéro 6, le flux de trésorerie. Les résultats d'apprentissage pour cet module sont les suivants. À l'issue de ce chapitre, les apprenants seront capables d'expliquer des avantages de la gestion des flux de trésorerie. Autrement dit, pourquoi c'est important de faire un flux de trésorerie. Présenter les 7 étapes de la prévision de trésorerie. Donc, comment est-ce qu'on peut développer une prévision de trésorerie. Analyser et identifier les éléments d'une bonne et d'une mauvaise flux de trésorerie et identifier des stratégies pour améliorer les flux de trésorerie. Avant de commencer avec ce module, c'est important de savoir que dans le secteur du riz, le flux de trésorerie est peut-être le premier défi de toutes les rizeries. Le riz, c'est un produit saisonnier et le paddy est responsable pour 80% des frais variables ou 85% et entre 70 et 80% de tous les frais de l'entreprise. Et donc l'achat de paddy en termes financiers, c'est très lourd pour une rizerie. Et donc il faut faire tous pour avoir suffisamment de l'argent de comptabilité pour acheter un bon stock de paddy qui est nécessaire pour tourner plusieurs des mois. Donc le flux de trésorerie serait vraiment essentiel aussi parce que les coûts de crédit sont souvent élevés et c'est difficile d'obtenir un crédit. Et aussi, si l'entreprise obtient un crédit qui est plus élevé que nécessaire, c'est aussi un frais additionnel. Donc, c'est pour cela que le flux de trésorerie est énormément important. Et dans notre expérience, la plupart des rizeries, c'est comme ils sont surpris qu'ils n'ont pas de l'argent. Mais le problème, c'est qu'ils sont surpris parce qu'ils ne font pas de planification. Ils ne font pas une prévision de flux de trésorerie. Donc voilà l'importance de ce chapitre. Donc la gestion des flux de trésorerie, c'est quoi? La gestion des flux de trésorerie consiste à gérer l'argent qui entre et sort d'une entreprise pour couvrir les opérations, les dépenses, les investissements et les prêts. Et c'est important à dire que ce n'est pas la définition flux de trésorerie, c'est la définition gestion de flux de trésorerie. Autrement dit, la trésorerie, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Ah, j'ai plus de l'argent. Non, c'est quelque chose qu'il faut prévoir et gérer. Et ça, c'est tellement important dans notre module d'expliquer aux étudiants. Maintenant, quelle est la différence entre le flux de trésorerie et le compte de résultat? La principale différence réside dans le choix du moment. Donc, lorsque vous payez votre riz-paddy, il devient une dépense dans votre flux de trésorerie parce que très souvent, le paddy est payé au comptant, cash, au moment de livraison. Et donc, c'est à ce moment-là que l'argent sort et ça rentre dans le flux de trésorerie. Mais il ne devient un coût que vous transformez le paddy en riz. Donc, si le paddy est stocké, peut-être 1 mois, 2 mois, dans notre compte de résultat, on ne trouve pas en fait ce paddy dans le compte de résultat. C'est au moment que c'est transformé et vendu que le coût d'achat de ce paddy rentre dans le compte de résultat. Également, dès que vous commercialisez un produit, il s'agit d'une recette dans votre compte de résultat, mais il ne s'agit d'un revenu dans votre trésorerie lorsque vous recevez l'argent. Donc, par exemple, si vous donnez un crédit d'1 mois, donc vous permettez au client d'attendre 30 jours avant de payer pour le riz. Dans votre compte de résultat, vous avez déjà un revenu, mais dans votre flux de trésorerie, cette vente rentre pas encore.
c'est mieux que l'argent est reçu dans votre compte que ça rentre dans votre flux de trésorerie. Et ça veut dire aussi, donc, pour développer le flux de trésorerie, il faut prévoir à quel moment il faut payer pour le personnel, pour l'achat de matières premières, pour des services comme par exemple un service entretien. Et il faut également prévoir quand vous allez recevoir l'argent de vos clients et à quel moment vous arrivez à vendre le produit. Il y a une autre différence entre le flux de trésorerie et le compte de résultat et on se trouve ça au niveau de l'amortissement. Par exemple, amortissement de l'équipement ou bien sur le bâtiment. Normalement, la durée de vie économique d'un équipement est 10 ans. Si vous avez acheté un équipement pour 1 million, ça veut dire que chaque année, vous avez un amortissement de 100 000 sur cet équipement. Et cet frais d'amortissement, ça rentre dans votre compte de résultat parce que c'est un frais. Mais ça ne rentre pas dans votre flux de trésorerie parce que ce n'est pas l'argent qui réellement sort de votre entreprise. L'idée en fait que vous mettez ce montant-là sur un compte à part pour que dans 10 ans, vous avez suffisamment de l'argent pour renouveler l'équipement. Ça, c'est l'idée d'amortissement. Donc ça, c'est une différence. Et finalement, un prêt reçu ou remboursé, c'est dans votre flux de trésorerie, mais pas dans votre compte de résultat. Également, dans votre compte de résultat, on trouve le frais d'intérêt. Donc, si vous avez une prêt et vous payez l'intérêt, c'est l'intérêt qui est le frais de ce financement qu'on trouve sur le compte de résultat. Mais dans votre flux de trésorerie, on voit le prêt qui rentre dans l'entreprise. Par exemple, vous prenez une prêt de 2 millions, ça rentre dans votre flux de trésorerie, mais ce n'est pas un frais qui est dans le compte de résultat. Également, quand cet prêt d'1 million est remboursé, à ce moment-là, ça sort, c'est une sortie dans votre flux de trésorerie, mais on ne trouve pas ça dans votre compte de résultat. Le frais d'intérêt, on le trouve ça sur votre compte de résultat et aussi dans votre flux de trésorerie parce que quand vous payez l'intérêt à une banque, c'est encore l'argent qui sort. Donc voilà la différence entre le flux de trésorerie et le compte de résultat. Maintenant, pourquoi est-il important de comprendre la différence entre le flux de trésorerie et les revenus? D'abord, de nombreuses entreprises rentables font faillite parce qu'elles n'ont plus de liquidité. On voit très souvent beaucoup de différentes affaires qui paraissent être rentables parce qu'on voit beaucoup de clients, beaucoup de l'activité, mais car les clients payent en retard, ils ne payent pas, ils tombent quand même en faillite. La principale raison est le grand volume de stock et les clients qui payent en retard ou ne payent pas. Ce sont aussi deux raisons. Si par exemple vous prenez un grand stock, tous vos argent est dans la stock, peut-être vous n'arrivez plus à transformer le stock parce qu'il n'y a pas de l'argent qui reste pour la main-d'œuvre, pour l'électricité. Et là, vous êtes donc bloqué avec un grand stock, mais pas avec une opportunité de vendre un produit fini. Et en ce moment-là, un rizerie peut aussi tomber en faillite. D'autres problèmes qu'on voit aussi souvent, c'est la vol de stock, perte de stock à cause des mauvaises conditions de stockage, etc. Bon, sans liquidité, vous ne pouvez pas acheter de nouvelles matières premières à transformer, même si vous êtes rentable, donc vous êtes bloqué. Et le problème, si par exemple vous prenez un prêt au niveau de la banque, vous achetez un stock, mais vous n'arrivez pas à vraiment transformer et vendre, en ce moment-là, c'est difficile d'obtenir encore un prêt
pour continuer la transformation. Aussi, si vous transformez ce stock-là, vous vendez le stock, mais le client ne paye pas, tu n'as pas aussi l'argent pour encore acheter de nouvelles stocks. Et en ce moment-là aussi, une entreprise peut tomber en faillite. Maintenant, ce qui est important, c'est que les étudiants arrivent à lire aussi un flux de trésorerie et ils peuvent analyser le flux de trésorerie et voir où il se trouvent les défis ou bien les problèmes dans un flux de trésorerie. Ça, c'est donc la première étape dans la gestion. Il faut d'abord analyser et comprendre quels sont les problèmes avant de définir des actions pour améliorer le flux de trésorerie. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive vraiment à gérer le flux de trésorerie. Donc, l'activité de réflexion, c'est donc de voir le flux de trésorerie et voir dans quel mois il y a donc un problème, dans quel mois le flux de trésorerie est faible, dans quel mois on a un bon flux de trésorerie, et aussi de discuter pourquoi c'est important de connaître cette information. Bon, comme expliqué, il faut d'abord comprendre où il se trouve le problème avant de définir des solutions. Quels sont les avantages de la planification d'un flux de trésorerie? Donc ici, on parle de planification. Et comme avec le budget, il y a en fait donc deux choses. Il y a la prévision d'une flux de trésorerie et il y a la trésorerie après. Donc il faut aussi donc mesurer chaque mois quel était notre flux de trésorerie. Et ça sera aussi important de faire, comme avec le budget, la comparaison entre la prévision et la réalité. Parce que ce processus-là va aussi permettre d'améliorer les estimations de la prévision dans l'avenir. Ok, mais maintenant je parle donc de la planification d'un flux de trésorerie. Planifier d'abord est important pour éviter qu'on a un manque de l'argent et on est bloqué, on ne peut plus opérer en fait. Également, c'est donc important pour comprendre les dépenses que vous pouvez faire et celles qui doivent être reportées. Donc, si dans la planification, on trouve qu'il y a un grand écart, il y a un grand problème, il faut donc peut-être retarder certaines dépenses pour éviter qu'on tombe dans un problème. Si on ne fait pas une planification, on a toutes les dépenses, encore on a le risque qu'on n'a plus de l'argent pour encore acheter par exemple un nouveau stock de paddy. Il faut donc aussi regarder les problèmes liés au paiement des clients. Est-ce qu'on peut par exemple se permettre de vendre au programme de l'État de nutrition d'école? Très souvent, j'écoute une rizerie qui dit ah, j'ai un bon contrat avec le gouvernement, avec les écoles, mais le grand défi là, ils vont payer quand? Bon, pas tous les États, pas toutes les institutions publiques ont un problème de paiement, mais il y en a beaucoup quand même qui ont des problèmes à rembourser le produit qu'ils ont acheté, même s'il y a un contrat. Très souvent, il faut attendre 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y a aussi des supermarchés qui veulent payer après 30 jours, 60 jours. Et là aussi, il faut réfléchir. Est-ce que les rizeries a suffisamment de l'argent pour livrer ce type de clients-là? Étant donné que il prend votre argent, il joue avec, et dans ce moment-là, tu n'as plus l'argent pour acheter un nouveau stock. Également, il faut donc satisfaire les fournisseurs et les employés. Encore une fois, il y a beaucoup de cas en Afrique où les rizeries ont des problèmes à acheter de paddy au niveau des producteurs parce que les producteurs savent que les rizeries payent en retard
ou bien il y a même des parties qui sont jamais payées. Et dès qu'une rizerie est connue comme une mauvaise payeur, en fait, c'est très difficile d'obtenir de paddy. Et quand la confiance des producteurs est partie, c'est très difficile. Donc, il faut vraiment éviter beaucoup de retards de paiement des producteurs et autres fournisseurs. Aussi, pour les fournisseurs prestataires de services, s'ils savent qu'une entreprise est très lente avec le paiement, ils vont aussi prioriser d'autres clients avant vous. Euh, donc, ça c'est très important. Réduire le coût de capital. C'est très facile de payer tout le monde directement et de donner beaucoup de crédit aux clients, mais ça vous coûte de l'argent. Parce que si ça c'est le cas, il faut certainement un crédit de fonds de roulement pour continuer à tourner, à faire fonctionner l'entreprise. Et un crédit a un certain coût, un certain frais. C'est aussi pour cela qu'il y a beaucoup d'entreprises qui offrent une rabatt aux clients qui payent vite. Par exemple, si vous payez dans moins de 2 jours, vous avez une rabatt de 5%. Euh, et finalement aussi, la planification est importante pour planifier les investissements. Et quand on peut faire des investissements? Bon, normalement, on ne fait pas des investissements juste avant la saison de récolte ou pendant la récolte et les premiers mois de transformation parce qu'en ce moment-là, une rizerie a besoin d'un maximum de liquidité pour acheter un stock. Et normalement, c'est après la saison qu'on fait les investissements parce qu'en ce moment-là, on n'a plus de l'argent qui est maintenant bloqué dans la stock. Tous les clients ont payé, on n'a pas encore besoin de l'argent pour acheter de nouveaux stocks et ça c'est donc un bon moment pour faire des investissements. Euh, Maintenant, quels sont les défis et les pièges à éviter en matière de prévision de trésorerie? Euh, D'abord, utilisation de chiffres financiers incorrects. Oui, prévision, c'est une estimation, mais déjà avec notre expérience et une historique de l'entreprise, on peut normalement faire une bonne estimation et il faut donc utiliser des chiffres réels, corrects et pas trop positifs, hein. Et notamment avec les investissements, hein, un nouveau bâtiment, nouveaux équipements, il y a toujours des coûts imprévus qu'il faut aussi prévoir. Donc là aussi, il faut être réaliste et utiliser des chiffres corrects. Un autre piège est la difficulté à prévoir la compte à payer et la compte à recevoir. Euh, mais quand même, il faut donc essayer de prévoir. Être trop positif quand on regarde les revenus futurs, mais peut-être aussi les dépenses, hein. Très souvent, euh, on est trop positif. Par exemple, dans la prévision, je peux voir que les clients payent directement. Mais est-ce que ça, c'est la réalité? Normalement, on sait qu'il n'y a personne qui paye dans la même jour. Très souvent, vous allez livrer le vendredi. Maintenant, les banques sont fermées. Le client est fermé. C'est mieux que peut-être le mardi ou le mercredi, ils vont faire la facture. La banque va prendre 1, 2 jours. Donc, déjà, vous êtes à une semaine. Également, c'est connu qu'il y a un pourcentage de clients qui vont payer sérieusement en retard. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut prévoir. Si dans la prévision de flux de trésorerie, on dit que tout le monde va payer directement, ça, c'est pas réaliste. C'est jamais le cas. Encore une fois, il faut regarder l'historique et regarder dans l'historique quel est le pourcentage de clients qui payent en retard et combien de retard. Bon, là, après ça, c'est aussi donc une question de voir comment on peut gérer.
Et si c'est toujours un client qui paye en retard, il faut peut-être ajouter quelque chose au prix ou bien éviter ce client-là. Ou bien donner une incitation pour qu'il paye plus vite. Ne pas documenter correctement vos activités financières actuelles. Si vous ne documentez pas les choses, vous n'avez pas une bonne historique pour faire une prévision. Et finalement, ne pas effectuer de prévisions de trésorerie. Et ça, c'est en fait le grand problème. Et comme avec un budget, très souvent, les gens disent oui, mais je ne sais pas, je ne peux pas prévoir exactement, ça dépend. Ok, mais ça, c'est pas une réponse. Une mauvaise prévision est toujours mieux qu'aucune prévision. Et avec l'historique et avec l'expérience de différentes prévisions et la réflexion, on va améliorer normalement la qualité de chaque prévision. Mais il faut quand même commencer quelque part et accepter que la première prévision est jamais 100%, peut-être ça c'est 50% ou 60%, mais même une prévision qui est faite correcte à 50% est toujours mieux qu'aucune prévision. Maintenant, pour une activité de groupe, là, il faut donc analyser les deux flux de trésorerie de riserie super et riserie échec total. Et c'est important que vous arrivez à voir quelle est la différence entre les deux et quels sont les facteurs qui contribuent à une flux de trésorerie négative, notamment donc pour la riserie échec. Donc ça, c'est la partie analyse. Quel est le problème? Après ça, c'est donc la suggestion pour résoudre ce problème de trésorerie. Et finalement, il faut donc que les groupes discutent des raisons possibles pour lesquelles une usine rentable peut avoir un flux de trésorerie négatif. Donc là, on revient donc au problème de paiement des clients, problème de planification, des investissements, etc. Maintenant, on peut regarder les différentes stratégies de gestion de flux de trésorerie. Donc, on suppose, on voit dans notre analyse ou bien dans la prévision que dans le mois de janvier et février, on a un problème sérieux de trésorerie parce qu'il y a beaucoup plus de l'argent qui sort que qui rentre. Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment-là? Bon, d'abord, on peut essayer de négocier les conditions de paiement avec les fournisseurs. On peut peut-être négocier 1-2 semaines avec les producteurs, ce n'est pas préférable si le marché du paddy est très compétitif, mais quand même, c'est peut-être quelque chose qu'on peut essayer. Et c'est toujours mieux de négocier 1 semaine et de payer après 1 semaine que de négocier rien, de dire que tu payes directement, mais de prendre 1 semaine. Mais il y a aussi d'autres fournisseurs. Il y a des fournisseurs d'électricité, il y a des fournisseurs de différents services, entretien, dépannage, etc. Là, peut-être vous pouvez aussi négocier 10 jours, 15 jours, 20 jours, etc. Et peut-être ça paraît que ça ne fait pas une grande différence, mais si tu négocies avec tous les fournisseurs, même si c'est 10 jours ou 15 jours, finalement, ça a beaucoup d'influence sur la trésorerie. Une autre chose qu'on peut faire, c'est la commercialisation ou location d'équipements inutilisés. Et ça, c'est quelque chose qui est fait très rare en Afrique. La plupart des usines, on peut voir des anciens équipements qui sont mis à côté, mais plus utilisés. Bon, pourquoi? Si vous avez quelque chose qui n'est pas utilisé, il faut le vendre. Parce que d'abord, équipement qui ne tourne pas, après même 2, 3, 4 mois, souvent c'est plus fonctionnel. Et aussi c'est trop ancien, c'est trop daté pour encore le vendre après. Donc directement, il faut le vendre et tout ce que vous pouvez obtenir en termes de revenus pour cela, c'est de l'argent qui tombe en fait du ciel. Localisation est aussi une option.
préférablement avec un programme de l'entretien, parce que sinon quelqu'un va utiliser l'équipement, faire aucun entretien et très rapidement les choses sont gâtées. Bon, la prestation de service des rizeries, ça c'est aussi donc une méthode utilisée très souvent pour améliorer le flux de trésorerie. En fait, vous êtes en train de louer la capacité non utilisée. Et je connais même des cas de rizeries qui financent l'achat de leur propre stock de paddy avec la prestation de services pour producteurs, commerçants, etc. Il y a la possibilité de prendre des prêts, hein, un prêt pour de fonds de roulement ou bien même un prêt d'investissement. Ça, c'est toujours une possibilité. Et en fait, la plupart des entreprises en Europe, en Amérique, ils travaillent avec des prêts de fonds de roulement. Ça, c'est très normal. Donc, oui, ça a un frais, mais par exemple, si vous avez besoin d'un prêt de seulement 3 mois, même si le taux d'intérêt est 10%, 20%, tu payes un quart de 10% parce que vous avez besoin de le prêt pour 3 mois. Donc, finalement, tu payes 2,5%, ou bien si le frais d'intérêt est 20%, vous payez 5%. Vous pouvez aussi offrir aux clients des réductions des prix pour payer plus vite. Un suivi rapproché auprès des clients pour le règlement de paiement est aussi très important. Normalement, on a quelqu'un qui est responsable pour suivre le paiement. C'est très rare qu'une facture est envoyée et c'est juste payé comme ça. Il faut le gérer. Et le gérer, ça veut dire il faut appeler les gens. Est-ce que vous avez reçu la facture? Est-ce que la facture est correcte? Est-ce que vous comprenez la facture? Oui, vous allez le payer quand? Après 2-3 jours. Ah, j'ai pas encore reçu de l'argent. Quel est l'état de votre facture? C'est bloqué où? Etc. Toujours les entreprises qui font le meilleur suivi sont payées le plus vite. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut gérer. Et finalement aussi réduire les stocks. Ce n'est pas toujours possible, mais la stock prend beaucoup de frais. Donc peut-être c'est aussi un choix. Est-ce qu'on a besoin d'un grand stock de matériel de l'emballage? Ou bien on peut réduire ça, on peut faire 2 ou 3 ordres et utiliser cet argent pour encore acheter plus de paddy. Donc voilà déjà 6 stratégies pour gérer le flux de trésorerie. Quelles sont maintenant les étapes pour créer des prévisions de trésorerie? Bon, d'abord, il faut commencer avec une feuille de calcul simple pour commencer. Et comme on va voir aussi, ça commence déjà avec le budget. Parce qu'avec le budget, vous avez déjà fait une prévision des coûts. Et maintenant, il s'agit de regarder aussi ce budget-là et voir, OK, le coût est peut-être en mois de février, mais on va le payer quand? L'argent va sortir quand? Donc pour moi, ça commence aussi avec la traduction d'un budget à une flux de trésorerie. La deuxième chose, c'est aussi saisir les flux d'entrants et sortants de base. Donc c'est cette étape-là où on prend le budget, on va traduire. La troisième chose qui est importante, c'est de saisir les données réelles sur une base journalière. Parce qu'il faut construire une historique qui va vous aider dans la prévision. Comparer et analyser les relèves bancaires actuels et passés. Parce que c'est finalement le compte bancaire qui montre exactement quand l'argent sort et quand ça rentre. Donc ça c'est vraiment très important. Donc la saisonnalité est aussi très important. Il faut donc tenir compte de certaines hypothèses de base. La saison est déjà connue, tu ne peux pas être surpris que dans le mois de janvier, février, il faut acheter beaucoup de choses. La
La sixième chose, c'est inclure votre cycle de créance. Et là aussi, c'est donc, c'est aussi une question d'historique. Hein. Quand vous envoyez une facture, combien de temps est-ce qu'un client, par exemple, prend pour payer les choses? Et finalement, estimer les coûts et les flux probables. Donc voilà les 7 étapes. Bon, ici, on rentre un peu plus en détail sur les différentes étapes. Comme j'ai dit, pour l'étape 1 et 2, le budget, la prévision de budget est déjà une bonne base. Et on a listé ici les entrées de fonds et les sorties de fonds. Donc, vente au comptant, c'est une entrée, recettes provenant de clients commerciaux, encaissement d'un prêt bancaire, subvention publique, recettes à la vente de produits à base de riz. Et il y a également une liste de sorties qui sont très courantes. Comme expliqué, il faut compléter la feuille de calcul au quotidien avec les chiffres réels. Chaque entreprise professionnelle a une comptable qui toujours est en train de faire le monitorage de comptes bancaires, des rentrées, des sorties, qui fait des prévisions de flux de trésorerie, la prévision de budget, fait la comparaison, etc. Et qui peut aussi signaler quand il y a un problème. Et ça, c'est donc la gestion qui est nécessaire et il faut normalement des professionnels dans chaque entreprise qui font ce job-là. La quatrième étape est aussi l'analyse des relèves bancaires actuelles et passées. Il faut dire qu'à le jour actuel, il y a énormément de petits programmes de comptabilité qui automatiquement peuvent connecter avec la banque, la compte bancaire, et automatiquement, il prend toutes les données chaque jour. C'est ça qu'une entreprise professionnelle normalement doit utiliser. Et beaucoup de banques y facilitent ce chose-là. Maintenant, dans étape 5, il s'agit encore de vraiment faire des prévisions réalistes. C'est connu que chaque année, il faut normalement augmenter le salaire. On ne peut pas être surpris qu'il faut augmenter quelque chose. Les frais d'électricité, chaque année, ils s'augmentent. Et si, par exemple, c'est connu que dans le mois d'avril, il y a une révision des tarifs d'électricité, il faut déjà prévoir ça aussi dans la flux de trésorerie. Donc, il faut sérieusement regarder sur ces différents cycles pour faire une bonne prévision.